Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais juste me présenter. Je suis Laetitia Delemare et je suis la nouvelle directrice culturelle de l'Alliance française. Donc on est très très heureux de vous recevoir ici à l'Alliance aujourd'hui pour le début de notre saison culturelle. Et je voulais tout d'abord remercier Robert Guédiguian et Ariane Ascaride de nous avoir fait l'honneur de venir ici à l'Alliance française. Et je voudrais remercier vraiment l'équipe qui a fait en sorte qu'il soit là. Donc Unifrance, le service culturel de l'ambassade de France au Canada, le consulat de France à Toronto, l'Institut français, Criterium Pictures et Fun Film Distribution. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Consul qui va dire quelques mots. Ne restez pas debout pour m'écouter, ça va me perturber, donc asseyez-vous. Donc bienvenue à cette masterclass autour de Robert Guédiguian et Ariane Ascaride. C'est une tradition de fait qui commence à être bien établie ici à l'Alliance française avec le soutien du consulat et des acteurs différents qui ont été déjà nommés, d'avoir des cinéastes français qui passent, des acteurs français qui passent à l'occasion du Toronto International Film Festival pour pouvoir effectivement partager avec un auditoire francophone un certain nombre de belles choses sur le cinéma et en particulier le cinéma français. Et lors de cette 42e édition du TIFF, cette année, à Toronto, on a, comme chaque année, une très grande et très belle présence française. On a, alors j'ai quelques chiffres à vous donner, on a 28 longs métrages. Au total, on a quasiment 60 productions françaises, longs métrages, courts métrages, coproductions. On a une très grande présence française, on a une cinquantaine d'artistes, réalisateurs, artistes et acteurs et actrices. On a aussi quelques 200 professionnels, parce que le TIFF, comme vous le savez, c'est aussi un festival professionnel, donc on y vient pour assurer la distribution des films, et c'est important, la distribution d'un film, par définition, c'est là qu'il trouve son public. Robert Guédiguian, vous êtes un habitué du TIFF, puisque effectivement c'est votre 10e édition, donc bravo et merci de revenir dans cette ville. On échangeait un petit peu dans le couloir et vous me disiez combien cette ville effectivement vous interpellait, peut-être effectivement par son architecture et l'atmosphère qui s'en dégage, et c'est vrai que c'est une belle ville dans laquelle il y a aussi beaucoup de films qui sont tournés. C'est un décor de cinéma et donc beaucoup de films américains, mais peut-être aussi français, puisqu'il y a un accord de coproduction France-Canada en matière audiovisuelle qui permet aussi de trouver dans Toronto un décor de cinéma intéressant. La Villa, votre dernier film a été présenté lundi soir. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup en parler parce que je n'ai pas pu y assister, vous m'en excuserez, mais je suis sûr que je vais me rattraper. Je trouverai une occasion d'aller le voir. J'espère en tout cas qu'il pourra être distribué au Canada. Ça serait une belle chose parce qu'effectivement, le cinéma français a beaucoup à apporter au public canadien, y compris anglophone. C'est un marché un peu compliqué, le Canada, parce que c'est un marché à la fois francophone et anglophone, mais ça serait intéressant d'avoir la Villa qui passe ici. Et vous êtes également non seulement un réalisateur, mais également un producteur, puisque vous avez créé Agathe Film, qui est un collectif de producteurs et qui soutient ainsi la production de films français indépendants. C'est presque une redondance, puisque le cinéma français, par définition, c'est quand même et avant tout, il est connu et reconnu parce que c'est un cinéma indépendant, et vous en êtes une des figures de proue, et à travers cette société de production, vous êtes également un diffuseur de cet esprit, de ce talent. Donc merci encore pour tout ceci. Je voudrais maintenant aussi accueillir la personne qui va vous interroger. Ce ne sera pas moi, rassurez-vous. Ce sera Claudia Hébert, qui est qui est doublement qualifiée, finalement, pour être aujourd'hui l'animatrice de cette soirée, puisque vous êtes à la fois journaliste à ICI Radio-Canada, où vous chroniquez le cinéma, et en même temps, vous êtes vous-même cinéaste, et vous avez, je crois, été une pensionnaire de la Cité internationale des arts à Paris. Donc en plus, j'imagine, une francophile, ce qui ne gâte rien. Voilà, je vous demande d'accueillir encore avec moi ce soir Robert Guédiguian, Ariane Ascaride et vous, madame. Merci.
Merci beaucoup, merci d'être là. Merci Robert Guédiguian et Ariane Ascaride d'être avec nous ce soir. Oui, on va devoir se passer le micro un petit peu, on en a deux, nous sommes 3 sur scène. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. On a environ 1 heure à passer ensemble ce soir et on a plein de questions pour vous. Je suis sûre que dans le public, ceux qui étaient là pour Les Neiges du Kilimanjaro, où vous avez sûrement vu d'autres magnifiques films de Robert Guédiguian, vous avez peut-être des questions sur le film de ce soir, des questions sur d'autres films, sur sa carrière. Gardez-les en tête, il y aura du temps pour ces questions-là à la fin de la conversation. Alors, commençons tout de suite en force. Parlons tout de suite des politiques. Vos films sont toujours pleins de questions de justice sociale, de solidarité sociale. Votre engagement politique, il est né à quel moment pour vous? Je devais avoir 3-4 ans. Et vous avez crié « Justice ». C'est ça. Non, mais c'est vrai que, si vous voulez, moi je suis né dans le quartier, je suis né à Marseille, donc dans le quartier de ce qu'on appelle les quartiers nord, à l'Estac, l'extrême limite des quartiers nord. La population était composée à 90% de gens qui travaillaient sur les quais, dockers ou réparation navale. Mon père était électromécanicien de réparation navale, il a eu 30 accidents du travail. Il travaillait 70 heures par semaine, ma mère en faisait des ménages. Donc évidemment, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour eux. Voilà. Il me semblait évident, eux ont fait quelque chose pour moi de très fort, parce qu'ils ont fait des efforts terribles, parce que c'était pas ma destination, c'était pas mon destin, c'était pas ma prédestination, comme vous voulez, selon qu'on soit catholique ou protestant, hein, je veux dire, bon. Mais c'est de faire du cinéma, ou de devenir un intellectuel, en fait, donc de devenir quelqu'un qui pensait, qui s'exprimait. Ils ont tout fait pour ça, et c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il fallait que moi je fasse tout pour eux, à l'inverse. Donc je me suis toujours dit, je suis leur porte-parole, en fait. Voilà. Ils n'avaient pas la parole, ils ont fait en sorte que j'apprenne à parler, donc je parle pour eux. Mal, me dit Ariane, mais pas si mal quand même. En tout cas, je ne parle pas effectivement que à travers le langage oral ou écrit, mais je parle aussi à travers le cinéma. Et donc j'ai toujours pensé qu'il fallait que je fasse pour eux. Donc je me dis que j'ai toujours fait des films pour ça. Pour cette raison-là, j'ai ce point de vue toujours, j'ai cette espèce d'axe, de point de vue, de choses, de carcan, enfin, je pourrais dire même, je me demande toujours à quoi servent les films que je fais, et je pense qu'ils doivent toujours servir, en tout cas, à interroger le monde, à le comprendre, et éventuellement pour y trouver des formes de justice, ou des formes de lutte, ou des formes de dénonciation aussi, bien sûr. Mais le cinéma ne doit pas être que dénonciation, je crois. C'est-à-dire, je crois que depuis toujours, d'ailleurs on pourrait dire même, si on comparait avec les choses les plus anciennes, avec le théâtre grec, on pourrait dire qu'il doit y avoir des tragédies et des comédies. Donc on pourrait dire que les tragédies constatent en fait les injustices dans le monde, mais que les comédies font des propositions pour que nous nous en sortions. Voilà. Je crois que le cinéma, c'est pareil aujourd'hui. Il faut travailler des deux manières. Je sais que j'ai fait des films de constat très durs, très violents, comme La vie des tranquilles, par exemple. Et j'ai fait d'autres films où j'ai essayé de faire, à travers les films, des espèces de tentatives, de propositions, de recherche de solutions aux conflits que le film décrivait. Voilà. Mais pour moi, le cinéma a toujours été une manière de faire de la politique par un autre moyen. Voilà. Incontestablement, c'est intervenir dans le monde de faire du cinéma. Qu'on le veuille ou non, ceci dit, ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Ou des crétins. Ou les deux. Le plus terrible, c'est les deux. Mais c'est vrai qu'il n'y a il est inconcevable de penser que l'on propose des images des hommes, de la manière dont ils vivent, et où ils vivent, et comment ils sont habillés, comment ils sont vêtus, même si on a moins d'intention, il y a quand même un point de vue qui apparaît sur le monde dans lequel on vit. Donc forcément, il n'existe aucun film qui ne soit pas une proposition sur le monde dans lequel on vit. Voilà, la pire des catastrophes commerciales qu'on peut voir au cinéma, nous offre un point de vue sur le monde dans lequel ce film-là s'est fabriqué. Mais comment ça s'est imposé pour vous, cette réponse, que c'était le cinéma qui vous allait vous permettre de faire ça? Non, c'est un hasard total. Mais comment c'est arrivé? C'est passé par là, comme ça. Il est passé un train, comme ça aurait pu être un autre train. Un train qui s'appelait Ariane? Oui, pas que directement, oui, mais c'est vrai que indirectement, je dois dire, bon. Non, mais c'est vrai que si on va, parce que ça s'appelle une biographie. C'est vrai que j'ai rencontré Ariane, d'ailleurs, dans des actes militants, hein, le syndicalisme étudiant, etc. Bon, elle voulait faire du théâtre, et rentrer au Conservatoire de Paris, qui est la plus grande école de théâtre à Paris.
Elle a réussi le concours d'entrée, elle est partie. Comme nous étions déjà amoureux, fait moi du moins. Mais je crois elle peut aussi. Donc j'ai dit, bon, j'ai dit qu'à ça ne tienne. Je veux dire, moi, les études que je faisais à Aix-en-Provence, je pouvais tout à fait les faire à Paris. Donc j'ai dit, ben, je te suis, partons à Paris. Quoi. Donc c'est vrai que peut-être que sans ce départ-là, je serais prof à la fac d'Aix-en-Provence, mais je serais militant et je ferais peut-être du cinéma le dimanche, c'est possible. Je ne sais pas. Donc ma vie aurait été autre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, si je n'étais pas parti à Paris, je n'aurais pas rencontré effectivement un cinéaste avec qui Ariane a travaillé, qui un soir, on était vaguement sous, ce jour-là, un soir, je dînons ensemble, et, il avait fait 2 films remarqués, hein. Il avait eu le prix Jean Vigo pour le premier. Je dis ça, puis il s'appelait, il est décédé il y a 3 ans. Il s'appelait René Ferré. Et il avait fait un autre film qui était au Festival de Cannes, en compétition, qui s'appelait La Communion solennelle, où rien ne jouait. Et donc à cette occasion, on avait dîné ensemble un soir. Il préparait autre chose, il préparait un autre projet. Et je sais pas pourquoi exactement, mais quand même à la fin de la soirée, il m'a dit, est-ce que tu veux pas écrire ton prochain scénario avec moi? Et je me souviens, j'avais dit à tes risques et périls, je ne sais même pas ce que c'est le scénario. Je sais vaguement qu'effectivement sur des films, il y a des gens qui écrivent des textes, du dialogue, enfin, qui racontent depuis l'histoire, qui travaillent avec le cinéaste. Bon, j'avais une vague idée quand même de ce qu'était le scénario, mais très vague, absolument pas de l'intérieur. Et j'ai dit oui, mais j'avais 22 ans. Je veux dire, j'ai commencé à travailler avec lui. Et là, ça s'est engouffré. Pour ça, je dis, c'est un train qui est passé par là. Voilà, bon, si autre chose était arrivé... Mais vous faites un premier film en 1980. Est-ce qu'à ce moment-là, le métier s'impose et vous découvrez vraiment que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a une espèce d'évidence avec ce premier film-là qui s'impose à vous? Non. En fait. Non, c'est un film après l'autre, ça s'est enchaîné un peu accidentellement? Oui, enfin, en tout cas, les 2-3 premiers, ça s'est enchaîné un peu, oui, ça c'est... Voilà. Donc j'ai fait un premier film. Quand effectivement cet ami m'a proposé d'écrire avec lui, ça c'est vrai que ça a déclenché quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Moi, je pensais faire de la théorie, en fait. Donc je voulais absolument, effectivement, travailler sur des textes en particulier. Je faisais une thèse, en fait, sur l'histoire du mouvement ouvrier, à ce moment-là, l'école des études à Paris, et je pensais être universitaire, chercheur, enfin, bon, voilà. Dans des secteurs, tout ça était surdéterminé par la politique quand même, quoi. Donc je pouvais faire, mais comme un intellectuel engagé, voilà. Donc je pensais que j'étais très bien comme ça. Donc le cinéma est passé par là, j'ai fait un film, mais je ne me décidais pas, j'ai mis extrêmement longtemps à me dire, tiens, mais peut-être que je suis cinéaste, quoi. En fait, je continue à peine à me dire aujourd'hui, j'ai fait 20 films, finalement je dois être cinéaste. Voilà. Mais c'est vrai, j'ai toujours eu une espèce de réticence. C'est pas naturel dans le milieu d'où je viens de penser être artiste, ça ne veut rien dire, quoi. D'ailleurs, le mot même, c'est un mot qui me... Je ne crois pas avoir dit une seule fois de ma vie, je suis un artiste. J'aime beaucoup les artistes, mais je ne suis pas... Vous voyez, c'est un terme qui est presque, qui jure pour moi, quoi, qui est quelque chose de... C'est peut-être même ce qui explique, là je vous aide dans votre travail d'interview, c'est un pont avec la production. Parce que la production me semble... Par contre, la production me semble un travail. Si volontiers, je suis producteur. Mais comme la production est quelque chose de plus technique, donc il y a des techniques de production aussi que je maîtrise. Je prétends être un bon producteur. Je ne dirais jamais que je suis un bon cinéaste, je ne peux pas dire ça. Je sais pas ce que c'est aux autres à le dire, à l'histoire, je ne sais pas, bon, public. Mais je peux dire que je suis un bon producteur. Être producteur, pour moi, c'est un travail. Être cinéaste, non. C'est pour ça que je vous disais, donc, pour reprendre la question à l'origine, je n'ai pas tout de suite dit, je vais faire un second film, un troisième, un quatrième, etc. Non, bon, c'était pas évident, quoi, voilà. C'était pas évident, j'étais content de le faire, ça me plaisait de le faire, bien entendu. Je ne l'ai pas fait encore défendant, mais il y avait quelque chose qui... et je crois que la solution que j'ai trouvée, c'est effectivement de très vite produire, en fait, d'autres personnes que moi. Voilà. Donc j'ai toujours été producteur, toujours. D'autres personnes que moi-même, je veux dire. Beaucoup de cinéastes se produisent eux-mêmes, ou sont coproducteurs. Moi, j'ai toujours produit d'autres gens, d'autres cinéastes. Donc je suis un vrai producteur. Et pourquoi ce désir, justement? Qu'est-ce que vous apportez à d'autres cinéastes comme expérience? Qu'est-ce que vous donnez de vous-même à ces autres cinéastes-là? Je crois une expérience, des idées, etc. Mais j'ai avancé ça, hein, je veux dire que sur le rapport que j'ai avec les autres cinéastes, c'est jamais un rapport d'imposition. Souvent, c'est de la production, j'allais dire d'ailleurs à
comme on produit en France. Hein. On est très loin, effectivement, du copyright, du final cut à l'américaine, etc., bon, à l'hollywoodienne, je sais pas quoi. On est quand même, on est force de proposition. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup faire une proposition à quelqu'un, un cinéaste, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il sorte de ses difficultés, de ses recherches, de ses angoisses, et qu'il l'accepte. Mais dès qu'il l'accepte, il a oublié que c'est moi qui ai fait la proposition. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. Si jamais il continue à penser que c'est moi, c'est pas très bon. Il faut... Donc, je suis à l'inverse de ce que je fais quand je suis réalisateur. Je fais la proposition, et je crois que les cinéastes sont là pour piller toutes les propositions qu'on leur fait, pour se les approprier. S'ils sont intelligents, d'ailleurs, ils piquent toutes les propositions, toutes les bonnes idées. S'ils sont fermés sur eux-mêmes, et si effectivement ils ne veulent jamais rien entendre, c'est pas très bon signe. Le vrai bon cinéaste, c'est celui qui vole les idées des autres. On reviendra sur votre métier de producteur un peu plus tard. J'aimerais savoir, quand vous écrivez un scénario, est-ce que vous savez déjà qu'il y a un rôle qui est pour Ariane, ou est-ce que vous le découvrez à mesure? Pas au début. Pour Ariane, et d'ailleurs je dirais pour Ariane et pour l'ensemble de la troupe. Bon, il y a Ariane et Jean-Pierre, il y a Gérard Mélin, bien sûr, qui est mon ami d'enfance, que je connais depuis beaucoup plus longtemps qu'Ariane. Et puis, il y a aussi Boutet, enfin, il y a d'autres personnes, il y a d'autres amis qui jouent souvent des rôles plus importants, qui sont souvent là. Donc, j'écris pas. Comment dire? Non, j'ai longtemps écrit en toute liberté, sans penser à eux. Après, c'est vrai, après, au bout d'un moment, c'est vrai qu'en cours d'écriture, quand il commence à y avoir un premier jet de scénario où des personnages sont apparus, je commence un peu à distribuer, oui, voilà. Une femme, peut-être, bon. Voilà, j'ai tout. Maintenant, c'est vrai que les personnages principaux dans mes films ont souvent eu mon âge, donc c'est un peu ambigu. Mais je n'écris pas pour elle ou pour les autres d'ailleurs, au sens, j'allais dire, où parfois, si on prend un exemple typique du cinéma français, au sens où parfois, Audiard disait, le père bien sûr, disait j'écris pour Jean Gabin, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'il écrivait vraiment sur presque des phrases qu'il avait entendues dire par Jean Gabin qu'il reprenait. Donc il écrivait pour lui. Dans ce sens-là, j'écris certainement pas pour Ariane, pour Jean-Pierre ou pour Gérard. J'écris ce que je veux. Voilà. Et je présuppose, en fait, aujourd'hui on a démontré qu'en fait c'est des gens qui peuvent tout jouer. Donc c'est certainement pas une contrainte pour moi d'écrire pour eux. Et Ariane, vous avez jamais fait de demande spéciale? Je veux jouer une amoureuse, je voudrais jouer... J'ai fait une demande un jour. Au bout de... C'est le 18e film qui s'appelle Le fil d'Ariane. Au fil d'Ariane, ouais. Au fil d'Ariane. Je ne sais même pas comment il s'appelle le film qu'on fait. Hein. Et celui-là, j'ai juste dit qu'un jour, voilà, j'ai juste dit... j'aimerais bien un jour faire un film un peu... Faire une fantaisie. Une fantaisie dans le sens... du monde des fées, des elfes et des choses comme ça. Voilà, j'ai juste dit ça. Et puis il m'a fait ce cadeau-là. Et parce que vraiment c'est un cadeau, et c'est un film qui est peut-être... parce que ce qu'il y a, c'est que souvent, moi, que ce soit avec Robert, bien sûr, mais que ce soit aussi avec d'autres cinéastes, soit on me donne des choses très, très graves, très profondes, très dures, même des fois. Soit, effectivement, on me donne des trucs où je peux, pas assez d'ailleurs, je trouve, où je peux un peu déconner, quoi. Excusez-moi, je parle mal, mais c'est de naissance. Et, on est entre nous, allez-y. Et j'aime beaucoup, parce que la comédie, c'est quelque chose de très difficile. Et j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Mais, voilà. Et donc, là, d'un coup, un film, une fantaisie, c'était autre chose. Moi, je vis avec les elfes, les fées, dans la vie, hein, pour de bon. Hein. Donc, je suis un peu bizarre comme fille. Mais, bon, voilà. J'aime bien ce qui est à côté de la réalité. J'aime bien fonctionner avec, vraiment, ce qui est parallèle à la réalité et qui nous entoure. Donc, voilà. C'est la seule fois où j'ai dit quelque chose. Et d'autre part, ça ne m'amuserait pas qu'on écrive des choses pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me retrouver face à un personnage et de voir comment je vais le laisser m'envahir. Et
comment il va... Vous savez, je raconte toujours cette histoire. C'est chaque fois dans ma tête, c'est comme un appartement. C'est-à-dire que je déménage mes meubles, et puis, au fur et à mesure, les meubles de mon personnage viennent dans ma tête. Donc, voilà, il emménage. Il emménage chez moi. Ça, c'est très ennuyeux. Ça serait très ennuyeux pour moi de toujours de tirer le personnage à moi. Alors, bien évidemment, c'est moi, puisque tout simplement, c'est mon corps. C'est ma tête, c'est mon corps. Donc, il y a une manière de bouger les mains, une manière de bouger les bras, un son, le son de ma voix qui est le mien. Mais, donc ça fait partie, c'est reconnaissable. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'aller, de me laisser envahir en maîtrisant. Hein. Attention, l'acteur studio ne m'intéresse absolument pas. En maîtrisant totalement, mais en incarnant. Voilà, moi je joue pas, je suis. À partir du moment où je sais où je vais, je ne joue plus, je suis. C'est ça qui est très amusant à faire. C'est pas dangereux, hein, mais c'est un petit frisson qui est très, très agréable. Vous meublez l'appartement du personnage et vous aménagez chez voilà, ce personnage-là. Parce que la virtuosité, c'est pas difficile. Je suis toujours fascinée quand on dit oh, quelle virtuosité en parlant d'un acteur ou d'une actrice, c'est formidable, il y a une virtuosité. C'est rien du tout la virtuosité. C'est vraiment, vous savez, c'est comme un musicien, un acteur, c'est comme un musicien, à part que son instrument, c'est son propre corps. Donc il y a par exemple des musiciens qui sont des super virtuoses, mais on n'éprouve rien, quoi. C'est vachement bien fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand... c'est pour ça que j'aime bien parler des musiciens, quand d'un coup, il y a un musicien, presque même pendant un concert, il va faire peut-être une fausse note, mais tout est tellement chargé, tout est tellement... Son âme est tellement ou sur le clavier ou dans les cordes de son violon, que là, c'est un vrai musicien. L'autre, c'est... Oui, un virtuose. C'est pas intéressant. Robert, il est comment comme réalisateur? Formidable. Exceptionnel. Exceptionnel. Génial. Non, c'est un réalisateur très intéressant parce que c'est un réalisateur qui ne dit rien. C'est très impressionnant. Parce que, bon, pour nous qui avons l'habitude de travailler avec lui, je vais vous raconter une petite histoire. Et je vais essayer de l'épurer pour parler comme il faut. Parce que, voilà. Un jour, on fait un film qui s'appelle « À la vie, à la mort » et il y avait un acteur qui jouait avec nous pour la première fois qui s'appelle Jacques Gamblin, qui est un très bon acteur français. Et il dit à Jean-Pierre, il arrive sur le plateau, il n'avait pas encore commencé à jouer avec nous, enfin c'était le premier jour. Et Robert, pendant ce temps-là, tu vois, était en train de régler avec son chef opérateur, regarder les lumières et tout ça. Et il disait ouais. Et puis donc Jacques Gamblin demande à Jean-Pierre Daroussin, il lui dit mais c'est comment travailler avec Robert? Alors Jean-Pierre lui dit tu vas voir. Donc Jean-Pierre vient voir Robert et lui dit Robert, là tu vois dans cette séquence là, tu penses qu'à ce moment-là mon personnage il est abattu, tu vois ça va. Et Robert juste se retourne comme ça, il lui dit va te faire voir. Et il recommence à parler des lumières. Voilà, c'est comme ça. Mais c'était amical, hein. Et donc Jean-Pierre est retourné voir Jacques Gamblin et lui a dit voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec Robert. En fait, Robert n'est pas du tout un réalisateur qui dirige ses acteurs, pour la bonne raison que en fait, sa direction d'acteur, elle est faite à partir du moment où il a fait son casting. Parce qu'il pense que les autres... Et ça, c'est très rare. Il pense que les acteurs sont des auteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un acteur prend un rôle en charge, il va le faire vivre et il va prendre la responsabilité de donner vie à ce personnage. C'est très rare qu'un réalisateur vous donne cette liberté-là. Parce que la plupart du temps, les réalisateurs ont peur des acteurs. Parce qu'ils ont toujours peur que les acteurs déforment ce que eux, ils veulent dire. Donc, il y a très souvent un rapport un peu conflictuel
la plupart du temps dans une grande politesse, mais il y a ce truc-là. Il faut toujours... En fait, c'est l'acteur qui doit faire ce travail d'apprivoiser le réalisateur qui a peur d'eux. C'est assez fascinant d'ailleurs. Robert, il n'a absolument pas peur des acteurs. Mais j'ai l'impression, Robert, plutôt vous disiez que vous ne considériez pas que vous étiez vous-même un artiste, mais peut-être que vous considérez que les acteurs, eux, le sont, et donc vous leur faites confiance dans... J'ai beaucoup de... Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs. J'aurais préféré peut-être être acteur d'ailleurs que metteur en scène, je sais pas. En tout cas, c'est eux qu'on me voit, quoi. Voilà. On ne me voit pas assez, je trouve. Et, donc, non, blague à part. C'est vrai que au cinéma, je crois, quand elle dit je dis rien, je pense qu'effectivement, c'est une erreur que font tous les jeunes metteurs en scène. C'est de faire d'abord, c'est de faire semblant qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, ce qui est une blague. Évidemment qu'on ne sait pas. On a une appréhension, on va dire un pressentiment du film. On a écrit une histoire, on a un pressentiment d'un film, mais évidemment qu'il va se faire en se fabriquant le film. Dans la fabrication, on va trouver le film. Hein. Bon, il ne préexiste pas, sinon on ne le ferait pas. Bon, il y a quand même le travail, donc compte. Voilà. Alors, donc déjà, première chose, donc, le metteur en scène n'est pas celui qui sait face à des gens qui ne savent pas. C'est pas le prof et les élèves. D'ailleurs, même chez le prof et les élèves, ce rapport-là n'est pas forcément un bon rapport. Il n'est pas le sachant et les autres sont les ignorants. Quoi, voilà. Bien sûr. Deuxième erreur de tous les metteurs en scène. Ouais, quoi. Mais c'est une manière, peut-être quand ils sont jeunes, de s'affirmer, de dire bon, je fais semblant de savoir. On va pas dire un acteur. Vous avez vu, alors là, quand il rentre, quand il vient de se disputer avec sa femme, il n'est pas content. Bah, tu dis oui, il n'est pas content, j'ai lu, je sais lire. Évidemment qu'un acteur, c'est ça, quoi. Donc il y a une espèce de rite absurde, quoi, et de simulacre, quand même, sur la direction d'acteur. Alors que l'attitude juste consiste, au contraire, à laisser tout le monde, les acteurs, pas que les acteurs d'ailleurs, même les techniciens importants du point de vue artistique, le décorateur, le chef opérateur, bien entendu, mais le mixeur ensuite, le monteur, de laisser les gens vous faire des propositions, en fait, et ils vous font des propositions, et dans ces propositions, nous, le metteur en scène, le pouvoir, c'est-à-dire qu'il trie, il dit oui ou non. Voilà. Capra disait ça. Capra disait le metteur en scène, celui qui dit oui ou non. C'est-à-dire que 500 fois par jour, on dit oui ou non. Mais il faut laisser aux gens proposer. Et si on veut effectivement que tous les gens apportent quelque chose au film, il faut les laisser parler. Si on leur dit je veux ça, il faut ce qu'on a dit qu'il fallait faire. Si on leur dit rien, il faut une proposition, eux, tout seuls. Et là, dans leur proposition, on dit tiens, ça me semble aller dans le pressentiment que j'ai du film. Et ça non. Donc on fait non, oui, non, voilà. Donc on fait un peu par là, un peu par là, un peu par là, un peu par là, plus à droite, à gauche, un peu plus vite, un peu plus doucement. Mais je suis souvent que ça ressemble plus à la danse, en fait, qu'à la danse de salon, quand on danse avec un partenaire, évidemment, quelque chose de théorique. On n'est pas à la table pour s'expliquer rationnellement de la chose, en fait. On sent quelque chose et on danse avec un acteur. Et voilà, et on va plus ou moins loin, plus ou moins... Voilà. Donc c'est ça la manière dont il faut travailler, je crois. En plus, comme vous travaillez souvent avec la même troupe, à un moment donné, ils vous connaissent, ils se connaissent entre eux. C'est d'autant plus évident et plus simple, parce qu'effectivement, ils n'ont pas, ça c'est ce que disait Ariane, ils ne sont pas inquiets par ça. Puis ils savent qu'on travaille comme ça. Ceci dit, les autres qui ne me connaissent pas, ça m'est quand même arrivé, presque sur chaque film, il y a quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé, qui arrive là et qui débarque là-dedans. Alors les autres amis acteurs l'accueillent très très bien. En général, c'est des gens que je choisis quand même dans des familles d'acteurs dont je sais que nous sommes proches, en fait, proches, je vais dire, intellectuellement, sur la conception que nous avons de l'art, en fait, du cinéma, etc. Voilà. Grosso modo, c'est pas des gros fachos de droite qui font effectivement du cinéma extrêmement commercial débile. Voilà. Donc, je ne choisis pas ces gens-là, voilà, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je sais qu'on risque de s'entendre. Voilà. Et effectivement, après, on travaille ensemble. En général, au bout de 2 jours, ils sont conquis. Quoi. Ils rêvent de travailler comme ça. Parce qu'en général, ils travaillent avec des gens qui ont tous les défauts dont je parlais tout à l'heure, que certains metteurs en scène, et qui les briment, qui les frustrent, qui les dirigent, qui ne savent pas quoi faire, qui sont dans un conflit, un rapport de force, etc. etc. Et j'avoue que, je veux dire, moi, je fais énormément, je suis très flatté de ça, donc je vais le dire, il y a énormément d'acteurs français qui veulent travailler avec moi, qui me le disent, qui me le demandent, qui me disent presque en blaguant, quand on est un peu amis, parce qu'on est amis, je suis ami avec quelques acteurs avec lesquels je n'ai pas travaillé, qui éventuellement, j'utilise leur service dans des films que je produisais,
qui me disent on ne peut jamais travailler avec toi, tu nous emmerdes, tu travailles toujours avec les mêmes. Je ne vois pas pourquoi. Mais même des gens genre Michel Piccoli, quoi. Quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans borne depuis que je suis petit, comme ça, et qui me dit bon, on n'a jamais travaillé ensemble, tu ne veux pas travailler avec moi. Mais là, je crois que c'est un peu trop tard. Mais j'ai produit un film avec Michel Piccoli. Mais par exemple, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélin, qui reviennent souvent dans vos films, est-ce que vous y voyez un peu des alter-égaux à vous-même, vous mettez dans ces films-là? Oui, aujourd'hui, oui. Le dernier film, il y a plusieurs types de films que j'ai fait, mais il y en a où je parle très très directement à la première personne. Certains personnages, je parle comme exactement. Je peux considérer par exemple dans le dernier film, La Villa, si vous le voyez, quand vous le verrez, j'espère, les trois personnages principaux qui sont Ariane, Jean-Pierre et Gérard, qui sont donc deux frères et une sœur, je crois que tout ce qu'ils disent, en fait, c'est des phrases que je pourrais vous dire là dans un débat. Voilà. Donc c'est des phrases que je signe, c'est des textes que je signe, c'est des idées que je signe. Voilà. Il y a des films comme ça, pas tous les films sont comme ça, en fait. Il y a des films où c'est plus... dans les autres films, c'est plus voilé que dans ce film-là. Il y a des films où c'est plus dévoilé, où ça ressemble plus à un journal intime, et il y a des films où c'est un peu plus caché, quoi, j'avance masqué, quoi. Et Ariane, vous retravaillez aussi, évidemment, avec ces acteurs-là, encore et encore, et vous développez ou vous recherchez différentes relations, vous bâtissez différentes relations avec eux. Jean-Pierre Daroussin, par exemple, a été autant votre voisin que votre mari, que votre amoureux, que votre frère, maintenant. Même chose avec Gérard, même chose avec d'autres personnages. C'est comment de continuer toujours à chercher avec les mêmes acteurs et de bâtir de nouvelles choses constamment? En fait, c'est absolument génial. Parce que beaucoup de... Je dis ça parce que souvent les jeunes acteurs pensent qu'il faut travailler avec plein de gens différents. Et que comme ça, on va acquérir énormément de force dans son travail d'acteur. Et oui, mais c'est comme un chercheur, en fait. Je suis comme un chercheur. Gérard et Jean-Pierre, pareil. C'est-à-dire on a commencé à creuser un sillon, et puis, voilà, ouais, comme un chercheur, c'est-à-dire, on va mettre une goutte de bleu, et on va voir ce que ça va faire, et on va mettre une goutte de vert, et puis ça va faire une réaction, et puis... et en plus, il y a un truc absolument formidable, c'est que ce sont mes amis, vraiment. Quand on a fait Marie-Jo et ses deux amours, ça c'était très difficile pour nous trois de jouer ces scènes d'amour. Moi, je couchais avec mes deux frères, quoi. Vous voyez, c'était très, très, très bizarre. Parce que dans ce film-là, vous jouez une femme amoureuse de son mari, mais aussi amoureuse de son amant. Voilà. Et donc, il y avait des scènes d'amour. Et ça... C'est plus difficile de faire des scènes d'amour avec quelqu'un qu'on connaît très très bien qu'avec un acteur qu'on connaît pas beaucoup. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Et est-ce que c'est encore plus difficile quand c'est votre mari qui est derrière la caméra? C'est-à-dire que à la première scène, la première prise de la première scène d'amour qu'on a fait, je l'ai faite avec Gérard Mélin, qui était allongé sur le lit et qui, avant de commencer à tourner, me disait « Il est fou ce type, il est fou ce type. Je te dis qu'il est fou, il est fou. » Et à la fin de la prise, parce que ça devait être une scène, ça devait être la fin de l'amour, l'extase, et on devait rire. Et on a ri comme deux vieux lapins apeurés, parce qu'on n'était vraiment pas à l'aise, quoi. Et lui, il se met à hurler, mais ça va pas du tout, vous êtes nuls et tout. Et là, effectivement, je me suis mis en colère en lui disant, mais maintenant tu vas arrêter de nous emmerder. On est là à poil tous les deux, on est comme un frère et une sœur, et on est en train de tourner un truc que t'as écrit toi, qu'on se demande pourquoi t'as écrit un machin comme ça. Et en plus, tu nous engueules. Donc voilà. Donc, on est passé par des tas de moments où on a joué des choses tellement différentes. Et en fait,
moi je me dis qu'on a encore la possibilité de trouver encore énormément de choses. C'est comme c'est comme un auteur, quelqu'un qui écrit, quoi. Vous voyez, il écrit et il revient sur son travail, et il revient encore sur son travail, et il revient. Et ça, c'est vrai que c'est, au départ, c'est parce que on a commencé à travailler comme ça, et que on était des jeunes acteurs, puisque Jean-Pierre et moi, on était dans la même classe au conservatoire. Hein. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et Gérard était l'ami d'enfance de Robert, et que tout ça s'est mélangé, et que on a décidé de partir, de faire cette aventure-là sans se rendre compte. Mais maintenant, je dis que c'est une chance inestimable. Il y a très très peu de gens, je ne sais pas qui d'ailleurs. Oui, Cassavetes, ça, avec Jenna Roland, ils ont fait ça pendant un temps. Et c'est vrai que quand vous voyez des films comme Hushbound ou des choses comme ça, c'est tellement génial le jeu des acteurs, quoi. C'est tellement extraordinaire que voilà, quoi. Ouais. Moi, j'ai de la chance. Enfin, on se l'est donné la chance, hein, mais j'ai de la chance. Et c'est comment balancer un peu cette vie conjugale, cette vie professionnelle ensemble? Est-ce que vous essayez de faire des coupures entre Mais je peux plus l'encaisser, hein, je peux plus le voir. Mais est-ce que, par exemple, vous discutez des scénarios pendant qu'il les écrit, ou vous faites une coupure, quand on tourne, et le reste du temps, vous allez faire vos autres films? Absolument. Je n'interviens absolument pas sur l'écriture des scénarios, sauf avec Le Voyage en Arménie, où c'est moi qui ai eu l'idée, où c'est moi qui l'ai écrit avec Marie Desplechin, et puis après Robert est intervenu sur le scénario. C'est la seule fois. Voilà. Sinon je veux pas du tout. Et puis surtout, le cinéma, vous savez, c'est une chose très hiérarchisée. Chacun a sa place, chacun son boulot précis. Faut pas tout mélanger, parce que alors ça finit qu'on se fout sur la gueule. Et puis après, la vie, on vit comme tout le monde, hein. On a des enfants, on a les impôts à payer. C'est la vie, quoi. C'est tout. Parlons du film qu'on a vu ce soir, Les Neiges du Kilimandjaro. C'est un film qui vous avait été inspiré par un poème de Victor Hugo. D'où c'est venu cette idée-là, cette connexion-là entre votre idée et le poème? Si vous voulez, en fait, j'avais écrit un article contre le traité constitutionnel européen dans Le Monde. Voilà, parce que je pensais qu'il ne fallait pas voter ce traité, et qu'il n'a pas été voté d'ailleurs. Il a été accompli quand même. Mais bon, comme de plus en plus on se fout du vote déjà, on vit dans un monde particulier, dans la démocratie occidentale, les gens votent et on fait quand même ce contre quoi ils ont voté. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas durer comme ça trop longtemps. Mais donc, je ne savais pas comment parler effectivement de la masse des gens qui, à mon avis, étaient effectivement ne comptaient pour rien dans notre système. En fait. Et je me souviens du poème de Victor Hugo, j'écris Les pauvres gens, voilà. Le Monde titre Les pauvres gens. Donc je dis quand même, il publie, et je me dis, bon, évidemment, le jour même de la publication, je savais que j'allais avoir France Inter, France Info, qui allaient me téléphoner pour que je dise 3 mots sur, alors vous avez écrit cet article, etc. Bon. Donc je dis, je vais relire le poème. Je me souvenais pas très bien, en fait. Je relis le poème, et c'est un poème récit, c'est un poème de 4-5 pages dactylographiées, c'est un long poème, effectivement, exceptionnel. Et effectivement, la fin du poème, ça se passe chez des pêcheurs, au 19e siècle, des pêcheurs très pauvres, et à la fin de ce poème-là, effectivement, ça se termine exactement comme dans le film, c'est-à-dire que à la fin, le mari rentre chez lui et dit les enfants de nos voisins pêcheurs, la mère est morte, le père est mort, ils sont tout seuls, nous avons 5 enfants, nous allons les prendre, nous sommes 5, nous serons 7, et il faut aller les chercher, il faut faire quelque chose. Et la femme dit, elle tire le rideau, parce qu'ils vivent dans une seule pièce de pêcheurs, une cabane de pêcheurs, il y a un rideau pour faire la chambre, elle ouvre le rideau et elle dit, les voilà. Alors que le père dit, il faut aller les chercher. Voilà. Donc cette espèce de rapport fusionnel, amoureux, fusionnel entre eux, puis fusionnel sur la morale, en fait, sur le rapport qu'on doit avoir au monde, sur l'humanité, cet excès d'humanité, en fait, chez ces deux pêcheurs, et cette
cette exaltation de cet excès assumé poétiquement par Victor Hugo, je me suis dit, si Victor Hugo l'a fait, je vois pourquoi je ne le ferai pas. Voilà. Surtout si je lui dédie le film, etc. Voilà. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai la fin du film. En fait. Je vais faire un film qui se termine de cette manière-là. À part qu'il n'était pas question de faire une adaptation sur les pêcheurs du XIXe siècle, parce que ça... Donc je dis que si ça faisait un truc contemporain, et on a quasiment écrit à l'envers. C'est-à-dire, on a commencé à écrire, je dis oh, parce que je travaillais avec Milési sur ce film-là, un ami avec qui j'écris beaucoup de films. On s'est dit, voilà, le film se termine par deux personnes qui adoptent deux enfants, alors qu'ils ont déjà des soucis eux-mêmes, etc. Tout ça. Alors, les enfants de qui? Bon, les enfants, tu réfléchis, la situation contemporaine, etc. Et petit à petit, on a reconstruit comme ça le film à l'envers pour arriver au début où les deux sont licenciés ensemble. Enfin, voilà. Mais le film, c'est quasiment écrit de la fin vers le début. Donc, je dois le film à Victor Hugo, quand même, voilà. Et on a, évidemment, lui dédié le film à la fin, parce que le film, longtemps, s'est appelé Les pauvres gens, en fait. Mais bon, après, c'est vrai que comme on a eu cette histoire d'Ange du Kilimanjaro, etc., Les pauvres gens, c'est pas un titre formidable. Aujourd'hui, au cinéma, pour un poème, c'est très beau. Mais pour le titre d'un article aussi, c'est pas mal, mais pour le titre d'un film, voilà. Vu les difficultés qu'on a à sortir des films aujourd'hui, on va aller voir un film, on s'appelle Les pauvres gens. Ils vont tous très mal. Et enfin, voilà. Tu dis, bon, et c'est effectivement ce que m'avait dit mon distributeur, et qui je suis ami depuis, on a sorti 14 films ensemble. Un jour, il m'appelle, il me dit, c'est sûr qu'on garde Les pauvres gens comme titre. J'ai un doute, le film est génial, j'adore le film, mais bon, tu vas changer. Peut-on être moins austère un peu? Je ne sais pas si certains gens du public ont eu la chance de voir la villa à TIFF cette semaine, mais avec la villa, vous revenez un peu sur cette idée des enfants, de l'accueil d'enfants. Est-ce que vous sentez que les enfants, c'est le futur? Est-ce que vous croyez que pour aider, il faut pouvoir aider les enfants d'abord? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui teinte un peu vos réflexions politiques en ce moment? Oui, en tout cas je crois que si quelque chose peut se passer, c'est effectivement en recommençant à zéro. Si on recommence à zéro, enfin à zéro, on commence jamais à zéro, mais si on recommence, disons, à la base, quoi, si on recommence très tôt, hein, je veux dire que c'est vrai de tout, c'est probablement vrai d'ailleurs même de l'éducation au cinéma, quoi. Si on veut que les nouvelles générations aillent au cinéma, il faut quand même les mettre devant des écrans et devant certains films quand ils sont tout petits, quoi, voilà. Donc évidemment, je crois beaucoup, mais qui n'y croit pas, enfin, je crois beaucoup à la force de l'éducation. Mais c'est presque aussi mon éducation et ma formation à moi qui fait que je crois beaucoup à ça. C'est évidemment là que tout se passe, je crois. Et je dirais, aujourd'hui d'ailleurs, peut-être plus que dans les familles. Donc il faut absolument enfin, l'école, pour moi, est la chose essentielle. L'école et l'éducation est la chose essentielle dans nos sociétés, dont devrait se préoccuper nos sociétés. Et puis, bon, évidemment, il y a toujours, un enfant, ça présente toujours un avenir possible. Voilà. On se dit qu'il peut toujours se passer quelque chose. Voilà, ça peut aller beaucoup mieux pour nos enfants, il faut penser ça en permanence, donc il faut tout faire pour ça. En tout cas, déjà, là, en l'occurrence, dans le dernier film, au moins les accueillir, les vêtir, leur donner à bouffer, tout ça, parce que les enfants qui arrivent sont des réfugiés qui débarquent comme ça dans une calanque à Marseille. Et il faut au moins leur ouvrir la porte et ne pas les fourguer tout de suite aux forces de l'ordre qui vont les renvoyer dans leur pays. Parlons de Marseille. La grande majorité de vos films se passent à Marseille. C'est votre ville natale. Est-ce que cette ville-là a encore des surprises pour vous, ou bien vous l'avez arpentée, filmée, explorée et vous la connaissez de fond en comble? Non, je ne peux pas dire que ça me surprend, en fait, hein, Marseille. Non, ça change, en fait, bien sûr, mais bon, donc moi, je mesure ça dans les films. C'est pas... Je dis souvent, je ne fais pas des films sur Marseille, hein, je fais des films à Marseille, en fait. C'est tout à fait différent. Évidemment que, regardez le scénario, là, que vous venez de voir, prenez cette histoire, et évidemment, il n'y a pas à changer de ligne, un mot et de virgule, et évidemment, ça peut se tourner ailleurs. Donc, c'est pas... Marseille, pour moi, c'est plus la forme des films que leur contenu. Je pense que on doit toujours veiller à ce que les histoires... Si on raconte des histoires d'hommes et de femmes qui vivent aujourd'hui, l'humanité est partout. Enfin, tous les hommes sont de l'humanité cristallisée. Ce rapport entre le particulier et le général, moi, j'ai toujours fait. Et du coup, je crois qu'il faut que nous racontions des histoires en veillant
à raconter des histoires à hauteur d'homme, mais en veillant donc à ce qu'on le soit du coup et pour le coup, et grâce à ça, tout à fait universel et compréhensible dans le monde entier. Elles peuvent émouvoir le monde entier. Voilà. Après, c'est vrai que selon où on les tourne, bien entendu, ça donne une forme particulière. Si on tourne les neiges du Kilimanjaro à Marseille, comme je l'ai fait, ou si on tourne à Hambourg, ou à Toronto, ou je ne sais où, ou au Pérou, à Lima, évidemment, le film ne sera pas tout à fait le même. Mais, quand même, il sera... Son contenu sera le même, sa forme ne sera pas la même. Pour aller vite, sa couleur ne sera pas la même. Voilà. Et je crois que c'est une affaire de forme. Donc je dis, la diversité vient de là. Et je crois qu'elle est nécessaire, parce qu'on a tous besoin de voir des histoires qui se déroulent ailleurs que chez nous, pour bien vérifier justement que le monde est partout et que l'humanité est la même partout. Presque un cinéaste de quartier, parce que oui. c'est ça, vous retournez toujours oui. chez vous, dans un lieu que vous connaissez. Est-ce que ça aide aussi à votre contact avec les gens que vous racontez au cinéma? Est-ce qu'en tournant près d'eux, chez eux, chez vous, ça vous garde connecté à vos racines, puis à ces gens-là dont vous voulez raconter l'histoire? Oui, ça c'est vrai, mais si vous voulez, ça c'est un désir. Si j'avais pas fait le cinéma, j'aurais fait ça quand même. J'ai toujours voulu être, quand je disais intellectuel, sinon un cinéaste, je sais pas, un cinéaste c'est intellectuel pour moi, mais bon. Je crois que certains, non, me dit-elle, oui, je sais qu'il y a des crétés, je sais quoi. Mais je crois que je pourrais pas, en fait, ne pas savoir comment vivent les autres, en fait, c'est pas possible. Je peux absolument pas vivre dans un ghetto, aussi doré soit-il, qui serait donc le mien d'ailleurs à Paris, voilà, les producteurs, les gens qui font du cinéma, les acteurs, tout ça, je sais pas. Évidemment, je pense, hyper informé sur la manière dont les gens vivent. Plus qu'informé. C'est vrai qu'à travers le rapport que j'ai continué à garder avec Marseille, les amis de mon quartier, etc., tout ça, qui vivent absolument pas la vie que je vis moi, j'ai aussi un peu de l'intérieur, je passe du temps avec eux, donc je sais plus que par les journaux, par les documentaires, ou par l'information, comment ils vivent, ce qu'ils pensent, les conditions dans lesquelles ils vivent, etc., etc. Mais enfin, si vous voulez, un matin, ma mère vit toujours, et voilà, elle habite dans le quartier de l'Estac, elle a 750 € de retraite par mois. Voilà, donc je sais exactement comment elle vit. Je vais faire les courses avec elle, je vois comment elle achète des haricots. Un par un. En les choisissant un par un. Ça m'énerve d'ailleurs. Et donc je mesure ça toujours, j'ai toujours gardé ce... Donc c'est vrai que le lien à Marseille, je veux dire, on a j'allais dire, effectivement, mais ça c'est quelque chose de biographique, je ne sais pas dans quelle mesure ça influe sur le cinéma ou pas, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus dans le monde, à Paris, beaucoup plus dans le monde du cinéma, évidemment, je produis, je suis sans arrêt avec des gens qui ont la même vie que moi, en fait, voilà, bien entendu. Je dirais capable. J'allais presque dire, je connais aucun ouvrier à Paris, quoi, voilà. J'arrive à Marseille, je vais au bistrot de mon enfance, je trouve 10 types, l'autre est docker, l'autre est plombier, l'autre est au chômage, l'autre, voilà. Et c'est des copains d'enfance, et je veux dire, donc, ce rapport-là, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et en tant que producteur, vous êtes sur des projets qui sont loin de Marseille. Je pense à My Sweet Pepperland qu'on a présenté ici à l'Alliance française. Un western au Kurdistan de Iner Salim, là, c'est complètement autre chose. À travers votre travail de producteur, vous allez un peu explorer d'autres contrées, en fait. Oui, bien sûr, non, mais c'est même c'est même une chose, au fond, c'est pas tout à fait hasard. On a fait beaucoup de cinéma français, hein. Je dis on parce qu'on est de nombreux associés quand même, c'est une société un peu particulière, puisque la société particulière c'est un collectif, ce qui n'existe quasiment pas dans le cinéma. Les égos sont très forts dans le cinéma, donc en général, les gens veulent travailler tout seuls, s'approprier une œuvre, la signer eux-mêmes, etc. Bon, nous on est quand même, là on est 8, mais on est 5 associés depuis 25 ans dans les 8. C'est pas fâché, ce qui est exceptionnel. Donc je dis, en général, c'est vrai que cette société donc, produit beaucoup de cinéma, de jeunes cinéastes français, de cinéma indépendant, enfin, on a produit 25, je pourrais citer 25-30 noms que vous connaissez dans les cinéastes français contemporains, en général un peu plus jeunes que moi, qu'une dizaine de moins, ou pour la génération d'avant, ou 2 générations avant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on en a eu un peu assez de certains sujets qui arrivaient comme ça un peu franco-français. Voilà. Hein? J'allais dire, quand je caricature, mais je peux caricaturer tant que je veux, parce que je vais nommer personne. Hein? Mais donc, des histoires de petits bourgeois au
de Chaumont, au bout de moment, ça va un peu, quoi. Hein, je veux dire, on s'emmerde, ça va avoir de sans arrêt de rien, c'est pas très bien écrit. Les gens continuent à penser que. Enfin, on va penser qu'ils font partie de la nouvelle vague. C'est juste il y a 50 ans, en 60 bientôt. Bon, donc toutes ces tendances-là, il y a quand même une tendance fâcheuse dans le cinéma français, moi je trouve. Donc on a été un peu agacé par ça, parce qu'on a fait quelques films comme ça. Hein. Il y en a des plus ou moins bien, quoi, voilà. Bon, il y en a qui sont franchement pas bien. Et ce qu'on appelle le côté littéraire du cinéma français, qui n'est pas littéraire du tout, c'est emmerdant, quoi. C'est pas littéraire du tout, c'est mal écrit, c'est pas... peu importe. Je ne veux pas faire une digression là-dessus, surtout l'Alliance française. Bon. C'est pas l'endroit. Et du coup c'est vrai que en allant au Kurdistan d'Irak en l'occurrence, mais qui je crois va devenir indépendant sous peu, bon, enfin, ça c'est un autre débat. En allant en Arménie, que là je connais bien évidemment, mais j'ai fait un film en Iran aussi, d'aller trouver des gens qui ont des nécessités à raconter des histoires quand même autrement plus fortes que ce qui se passe en Occident de manière contemporaine. Et d'ailleurs, si vous voulez, les derniers films que j'ai aimés, c'est le film roumain, sur le baccalauréat, je sais pas. Voilà. Christian Mungiu. Voilà. Ou le film iranien, La séparation, enfin, je sais pas, voilà, des films, il y a les sujets, et ça parle des sociétés dans lesquelles ces cinémas-là se produisent. C'est passionnant, quoi, je veux dire, voilà. Alors que je crois que ces sujets comme ça, ils existent aussi, je veux dire, chez nous, quoi. Dans des pays occidentaux, je sais pas, en France, au Canada, bon. Et ils sont moins traités, quoi. C'est ce qui explique probablement qu'on a eu envie d'aller, éventuellement, aider quelques cinématographies comme ça, avec la force qu'on avait nous. Voilà, c'est un peu... bon, en riant, moi je dis toujours à Agathe, donc dans notre société, moi je suis le spécialiste des films orientaux, voilà. Mais c'est aussi par goût, par envie d'aller chercher d'autres sujets, d'autres désirs, d'autres envies, et puis des vrais désirs de faire du cinéma. Faire du cinéma par nécessité, quoi. On ne fait pas du cinéma pour rien. Vraiment, il y a quand même des gens à Paris qui font du cinéma, se demandent pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à faire du cinéma, pourquoi ils en font, pourquoi, qu'est-ce qu'ils racontent, je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire à travers le cinéma, je ne comprends pas. Voilà. Donc, et on ne comprend pas d'ailleurs, on regarde les films, on se dit, mais pourquoi ce film existe, quoi. Même si c'est pas mal, même si le film est bon. Enfin bon, relativement bon, bien joué. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus simple de faire un film. La photo, c'est 10 fois plus facile qu'il y a 50 ans, en péloche, etc. Tout ça, avec le numérique, on peut retoucher après, voilà. Donc les films sont pas mal, le son c'est toujours pas mal, voilà. Les acteurs ne sont pas forcément mauvais, voilà. On regarde un truc, ça se laisse voir, mais à la fin, on se dit, mais quoi, mais... So what, on dit, non, en anglais. Voilà, du coup, aller au Kurdistan, je trouve le film Dîner absolument génial, d'ailleurs, ce film-là, magnifique. Absolument. J'aimerais ouvrir les questions au public. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour Ariane ou pour Robert sur le film de ce soir, sur un autre film, sur un aspect de leur carrière? Ne soyez pas timide. Je sais que vous avez des questions. Oui, madame. Pourquoi l'Arménie? Parce que j'ai vu il y a 2 jours le film sur l'Arménie. Oui, Voyage en Arménie. Il y a aussi une histoire de fou qui s'intéressait à l'Arménie. L'Arménie, si vous voulez, d'abord, je m'appelle Guédikian, donc évidemment, bon, je ne peux pas faire autrement. En fait, j'ai une citation ici de vous qui dit que vous êtes allemand par votre mère, arménien par votre père, français de naissance et italien par choix. Oui. Alors voilà. J'aime beaucoup l'idée des identités qui se juxtaposent. Moi, je crois que ça se juxtapose, les identités, que ça ne s'oppose pas. Et puis qu'on les choisit. Elles ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. C'est d'ailleurs un peu tout ça que je voulais dire, mais autant le dire en travaillant sur ma propre identité et biographie. Donc le voyage en Arménie, c'est un peu arrivé comme ça, quoi. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que je m'occupe un peu de ça, que je me préoccupe de cette question-là. Parce que cette question-là, en général, on la laisse toujours aux régressifs. Aux essentialistes, aux régressifs, aux gens qui regardent le passé, aux extrémistes. Jamais des gens normaux, simples et sympathiques qui parlent d'identité, voilà. Je me suis dit, faisons-le, voilà. Il faut le faire, il n'y a pas de raison, c'est pas une question qu'il faut abandonner à... Et je crois que d'ailleurs beaucoup de gens en France ont
ont méconnu que cette question-là était en train de grandir, ça ne sont pas assez préoccupés en fait. Et donc on laissait le terrain aux extrémismes qui s'en préoccupaient. Bon, c'est en train de changer un peu peut-être, parce que c'est d'un coup dit des gens comme moi, d'autres, bien sûr, beaucoup d'autres, se sont dit qu'il fallait aussi qu'on s'en mêle et qu'on s'en préoccupe et qu'on donne notre point de vue sur cette affaire, puisque la question existe bien sûr. Et je me suis dit que évidemment, autant le faire à travers ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mes propres identités. Voilà. Et du coup, on a fait ce voyage en Arménie d'abord. Ensuite, mais la question était posée, alors là, elle est magnifiquement posée, puisque là, c'est l'armée du crime, hein, c'est le film donc sur les résistants étrangers dans la résistance française. Bon, ça, c'est un exemple historique exceptionnel, puisque tous ces gens-là étaient très identifiés par eux-mêmes, mais évidemment par leurs ennemis, quoi, qui va même les désigner comme des étrangers, métèques, crades, pourris, sales, communistes, juifs, arméniens, etc., etc. Et que ce sont évidemment des héros, mais à valeur absolue, ce sont des héros tragiques, ce sont des héros comme dans l'Antiquité grecque. Hein. Je veux dire, c'est des 100 fois sur mort jeune en plus, donc évidemment, ce sont de vrais héros, puisque les héros meurent jeunes par définition. Et oui, il s'avérait que les deux s'appelaient Manoukian. Voilà, donc je me suis dit, là, c'est cette deuxième partie, jusqu'à. C'est devenu après inévitable, j'allais dire, de travailler une fois sur cette question du génocide, bien sûr, mais plutôt de la manière dont la mémoire s'est construite autour du génocide, s'est construite, s'est fabriquée, a été réactivée à un moment tragique de cette histoire-là, donc l'armée, les actions violentes des Arméniens dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui, cette petite Arménie qui existe, qui est désoviétisée, qui est un tout petit pays, les rapports avec la diaspora, tout ça. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, on pourrait dire d'ailleurs du centenaire de sa non-reconnaissance par la Turquie, il fallait quand même, là aussi, c'était pour moi une responsabilité, un devoir de travailler sur cette question-là. D'autres questions du public? Ne soyez pas timide. On vous écoute. Oui, madame. Votre expérience en Iran, surtout. En Occident, on sait que l'Iran est un pays fermé. On ne sait pas grand-chose au niveau culturel, surtout dans le monde du cinéma. Comment c'était votre expérience là? Non, c'est en train de bouger beaucoup. C'est-à-dire que, il y a, par exemple, moi, ce que je trouve le plus tabou aujourd'hui, ça reste les rapports hommes-femmes. Voilà. Donc, une femme ne peut pas embrasser un homme, au cinéma. Dans la vie, c'est très difficile aussi, mais dans un film, dans la représentation, c'est peut-être plus sur ces questions-là, puisque le film que j'ai produit en Iran, de Nader Homayoun, évidemment, personne ne s'embrasse jamais, de toute façon, on ne peut pas. Et j'ai travaillé avec Golshifteh Farahani, qui est bannie d'Iran parce qu'elle a tourné dans un film américain où on voyait l'un de ses seins. La moitié de sa poitrine était dévoilée. Et bon, après, elle a été interdite de séjour quand même en Iran. Elle n'a plus jamais mis un pied en Iran. Voilà. Ça, c'est terrible. Pour le reste, le scénario sur lesquels on avait travaillé, notre film qu'on a en projet, toujours avec Nader Homayoun, sur le reste, on arrive quand même à tenir des récits assez... qui contestent assez ce monde-là, quand même. Et le dernier film, des films d'ailleurs qui sont primés sans arrêt comment il s'appelle Asghar Farhadi. Voilà, Farhadi, ce sont des films qui sont quand même des contestations fortes du système un peu oppressif de cette société. J'ai beaucoup aimé le dernier film, avec la pièce de Miller. The Salesman, le client, je pense en français. Ouais, c'est ça, voilà, le client. Voilà. Très beau, je trouvais très beau. Et c'est un film qui quand même, il passe ce film-là. Il le fait là-bas, dans de bonnes conditions. Le film est coproduit par la France. Donc ça sort de plein de pays. Il peut travailler chez lui. Hein. Donc il y a un mélange de... Pas tous. Il y a un mélange... C'est un moment charnière. Il y a un mélange de liberté et puis de tolérance absolue. Il faut passer entre les balles. On dépose quand même les scénarios avec un comité de censure, quand même,
qui lit. Mais tout le monde triche, ne dit pas la vérité, dit non, c'est pas ça, fait des fausses traductions, donne des séquences. Et finalement, après, quand le film est fait, ça passe. Mais bon. D'autres questions du public? Oui, monsieur. Une question concernant la musique de ce film. Pourquoi le choix de la cabane pour une enfant des femmes de Ah. Écoutez, c'est pas un choix. Je fais des essais en fait avec les musiques. Voilà. C'est-à-dire, en fait, je crois que c'est venu de. C'est Alexandre Desplat avec qui je travaille souvent, je travaille 3-4 fois, mais en tout cas, on a fait le premier film qu'il a fait lui aussi ensemble. Alexandre Desplat, c'est le plus grand musicien français aujourd'hui, mais toujours fourré à Hollywood, donc on a du mal à le joindre. Et Alexandre Desplat, c'est un musicien de film peut-être le plus connu du monde aujourd'hui. Et c'est lui qui m'avait dit en voyant le film, et lui, il est très. Il adore cette période-là, de Debussy, toute cette période. Et c'est lui qui m'avait parlé un petit peu de ça. Donc on a écouté des disques qu'on avait chez nous, des CD qu'on avait à la maison. Je me souviens très bien, un jour à Noël, là, parce que j'étais en montage du film, et j'ai pris plusieurs musiques que j'ai essayées. Voilà. Mais que, tout simplement, je veux dire, je fais des essais, là, le montage n'est pas fini. On colle ça dessus, on regarde comment ça fonctionne. Et j'ai aimé, évidemment, toutes les ruptures qu'il y avait dans la musique, qui me permettaient, quand je la laisse très, très longtemps à un moment donné, à un moment du film, elle y est sur plusieurs séquences. Et c'est vrai qu'elle passait assez bien une séquence à l'ordre, en fait, puisqu'elle a des variations sans arrêt. Voilà pourquoi. Une dernière question du public, oui. Pour vous, comme une actrice qui a déjà fait une dizaine de films, une actrice professionnelle, si un jeune garçon de 15 ans vous demande qu'il aimerait devenir un acteur professionnel, qu'est-ce que vous le direz ou qu'est-ce que vous le conseillez? Alors, c'est une question pour Ariane. C'est une très jolie question, ça. Et très difficile à répondre. La première chose, c'est de se demander sincèrement, au fond de soi, pourquoi on veut devenir un acteur professionnel. Est-ce que c'est pour avoir sa photo dans les magazines? Est-ce que c'est pour que les gens te reconnaissent dans la rue? Est-ce que c'est pour avoir la gloire? S'il y a ces trois-là, il faut changer de métier. Il faut se poser, il faut se dire, avant tout, pourquoi tu veux raconter des histoires aux autres? Si tu veux raconter des histoires aux autres, il faut te rendre compte de la responsabilité que tu prends. Parce qu'il faut bien les raconter. Et il ne faut pas raconter n'importe quelle histoire. Il faut que tu racontes des histoires auxquelles tu crois profondément. Après, ça, c'est la base. Après, il faut lire beaucoup. Lire des romans. Lire tout. Lire, connaître les auteurs, lire des pièces de théâtre, lire des romans, lire le journal. Savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis. Et après, il faut travailler. Comme un malade. Comme un fou. Travailler tous les jours. Travailler le chant, travailler la danse, travailler ta voix, travailler ton corps, travailler ta mémoire. Ne jamais être satisfait. Toujours te dire que tu peux mieux faire. Tout le temps, tout le temps. Te dire qu'il y en a des tas d'autres comme toi. Il y en a plein, partout, que tu peux être remplacé du jour au lendemain. Mais que si tu n'es pas remplacé, c'est parce que tu es sincère, profondément sincère. Même si les autres te diront pendant longtemps, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Mais c'est complètement nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, il faut que tu sois sincère, mais être très sincère, c'est très difficile. Et puis surtout te dire que tu écoutes les bonnes femmes comme moi qui te parlent, qui te donnent des conseils et faire ce que tu veux. Toi, tout seul. Et savoir que c'est un métier où on est seul, que ça peut être très cruel. Très, très cruel.
et avoir une condition physique extraordinaire. Parce qu'il faut tenir la route. Hein. C'est difficile parce que des fois on est connu tout jeune, mais après il faut continuer à être connu. Des fois on est connu plus tard et il a fallu tenir pour arriver à être connu. Et des fois on n'est jamais connu. Et des fois on est complètement oublié. C'est en ça que je dis que c'est cruel. Il faut le savoir. Et c'est pas un métier, c'est une manière de vivre. C'est pas pareil. Tu vois ? Mais il faut être très, 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 très exigeant. Tu n'as qu'une solution, c'est l'excellence. C'est la seule. Maintenant, si tu veux devenir acteur, vas-y. Mais c'est dur d'enchaîner là-dessus. Je crois qu'on a la fin naturelle de cette rencontre. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, oui, en tout cas. Merci beaucoup, Ariane, pour ces bons conseils. Merci beaucoup, Robert, pour cette discussion avec nous ce soir. Oui, est-ce qu'il reste des films de la rétrospective? Non, mais surveillez. Est-ce que la Villa pourrait revenir à Toronto? Nous l'espérons. Mais merci d'être venu à Toronto. Merci d'être venu à l'Alliance française. Et puis, à très bientôt, on l'espère.